Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Elena Petrovna Blavatsky et les pouvoirs de l'invisible. Conférence du 6 mai 2021 en Facebook et YouTube Live par Fernand Schwartz, philosophe, anthropologue, fondateur de l'école de philosophie pratique Nouvelle Acropole France. Je vais commencer pour vous décrire un peu les sujets qu'on va traiter. L'idée de base, c'est de comprendre d'abord dans quelle atmosphère intellectuelle s'est situé le 19e siècle, qui est le siècle dans lequel est né HPB. Après, évidemment, je vais vous expliquer d'une manière très sommaire la vie d'Elena Petrovna Blavatsky pour arriver au sujet central qui est le pouvoir de l'invisible, qui à l'époque va s'appeler l'occultisme. Ensuite, comprendre comment on peut voir l'invisible comme une expérience en réalité et comprendre qu'il y a une odyssée de l'invisible. C'est-à-dire que d'une certaine manière, toutes les grandes civilisations, tous les êtres humains depuis qu'on les connaisse, comme l'a bien démontré Elena Petrovna Blavatsky, ont eu toujours une vision métaphysique et une perception de qu'il y avait une dimension invisible autour des éléments qu'on voyait et qu'on pouvait mesurer. Et enfin, comprendre que depuis un siècle, l'Occident redécouvre l'invisible par une voie surprenante au départ, qui est la science. Mais bon, on va commencer par le début. Quelle était cette atmosphère intellectuelle et politique au XIXe siècle ? C'est incroyable. C'était quelque chose d'extraordinaire de penser qu'il y avait une grande effervescence en Europe autour de l'idée de faire progresser les masses pour qu'elles s'affranchissent. La croyance dans le progrès s'installe et en même temps, beaucoup de penseurs politiques croient au besoin de l'influence de l'esprit pour aider les populations à s'éveiller. Au début du XIXe siècle, dominait l'impression qu'une grande époque s'est préparée pour l'espèce humaine. Certains pensaient même que le temps du Messie était arrivé et la maçonnerie mystique avait porté à ce sujet un intérêt extraordinaire dans l'idée de dévoiler à toute la société cet enjeu. Ainsi, certaines loges vont se créer avec cette mission précise. Il y avait un jeune initié en 1792 qui fut un élève d'Emmanuel Kant, qui s'appelait Moses Hess, qui disait « Bon, la voie de la Jérusalem céleste, l'empire de la vérité est arrivé ». Et en fait, tous ces gens-là furent influencés par la franc-maçonnerie française sur les grandes questions de la société et de son destin qui leur furent inspirés. Au point que, en 1782, le duc de Brunswick proposa à la convention de la franc-maçonnerie allemande de la réorganiser en l'orientant vers l'ésotérisme et le socialisme, même si ce mot n'existe pas encore à l'époque. Ainsi, il va être créé une loge, Philaletes, la Fédération des Amis de la Vérité, qui va marquer en fait la philosophie de M. Hegel, que nous connaissons tous par ses pensées. Des nouveaux mots vont être inventés au début du XIXe siècle. Socialisme, ésotérisme, et pour parler des forces invisibles, ce qui nous intéresse ce soir, occultisme. C'est un mot étrange pour nous aujourd'hui, mais c'était très à la mode et très connu pendant tout le XIXe siècle. L'occultisme, le mot, vient du latin occultus, caché, secret, l'ensemble des arts et sciences occultes, la chimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte, touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Ces pratiques sont considérées évidemment aujourd'hui par la science comme extravagantes et certains de pseudosciences. Mais beaucoup de ces postulats aujourd'hui reviennent au jour sur d'autres formes. Mais nous en verrons ça après. L'expression sciences occultes remonte en fait à un titre d'un livre d'un Français
Eusèbe de Salverte, qui en 1829 va écrire cet ouvrage Sciences occultes. Et à partir de là, la machine s'emballe et le mot occultisme en français va apparaître en 1842 et va être anobli dans les grandes sociétés des pensées et même dans la grande société tout courte des bourgeois, des gentilshommes, etc. de l'époque. Et c'est un phénomène qui parcourt toute l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais dont la France est une matrice et un berceau très importante. Au point qu'il y aura une vague vers la fin du 19e siècle de néo-occultisme avec un médecin, Gérard d'Encausse, qui prendra un nom d'emprunt, pas plus, et qui va parler des facultés occultes de l'homme et des forces invisibles de la nature. Certains auteurs, comme Michelet et Philippe Mouret, ont remarqué que la naissance de l'occultisme moderne en Europe est une conséquence du développement d'une société reposant sur un idéal de progrès. L'occultisme est indissociable du progressisme et vice-versa. Un autre grand étonnement aujourd'hui. C'est au milieu de cette atmosphère particulière où se côtoient deux paradigmes, celles qui sont mystiques, qui essaient de trouver une influence de l'esprit pour élever les populations, et en même temps le monde positiviste qui croit qu'il y a la matière. Donc nous sommes devant deux mondes au XIXe siècle. Elena Petrovna Blavatsky va choisir celui de l'esprit. Elle est née le 31 juillet 1831 à Ekaterinoslav. Aujourd'hui, c'est Dnipro, en Ukraine. Mais à l'époque, c'était la Russie. Et elle est morte le 8 mai 1891 à Londres. Et elle fut un des membres fondateurs de la Société théosophique, qui est un courant ésotérique auquel elle donna le nom de théosophie, s'inspirant donc de ce deux mots grecs, théos, Dieu, sophia, sagesse, la théosophie étant donc la sagesse divine. C'est un concept important, mais déjà très antique en réalité, qui veut dire que toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle, celle extraite d'une tradition qui fut primordiale pour les premiers êtres humains. Elle est inspirée, HPB ou Elena Petrovna Blavatsky, de l'école éclectique d'Alexandrie. Cette école de philosophie pratique existait en Alexandrie au IIIe siècle sous l'inspiration d'un être fabuleux, Ammoniosakos, qui fut le maître de Plotin, le grand philosophe néoplatoniciens, qui créa une extraordinaire école de philosophie à Rome même, ayant lui-même né en Égypte. Mais revenons à HPB. Elle est fille d'un colonel, le baron Peter von Hahn, qui est un officier germano-balte qui est sujet de l'Empire russe, et sa mère, Yelena Andreevna Fereva, est romancière, mais cousine du futur premier ministre de l'Empire russe. Nous sommes donc dans la noblesse et russe d'origine plutôt germanique et des notables, des grands gouverneurs ou régents des provinces, etc. Sa mère va mourir quand HPB a 11 ans et son père est obligé d'y aller dans différents postes à l'extérieur et par conséquent il confie sa fille au grand-père maternel, Andrei Mikhailovich Fadaïev, qui était le gouverneur civil de Saratov, qui est une contrée à 700 km au sud-est de la Russie, de Moscou, disons. Et cet enfant est chétive. Elle est un peu fantasque, elle est seule, elle est somnambule. Parfois, elle voit des choses étranges. Elle est très amie des servantes, du personnel ménager de la maison, qui lui raconte plein d'histoires venant des Urals, des Sibéries, des mages, des histoires des elfes, des gnomes, bref.
tout un monde invisible apparaît à elle dans son imaginaire et en même temps dans son expérience quotidienne. À partir de 1846, elle prend comme quartier général la bibliothèque de son grand-père. Elle lit tout ce qui arrive. En fait, il faut savoir qu'elle parle couramment le russe, l'allemand, le français et l'anglais. Et des ouvrages de la franc-maçonnerie, des sciences occultes apparaissent. Elle les lit tous. Alors, cette fille a 18 ans. Selon ses origines, elle doit se marier. C'est une fille des noblesses. Et donc, elle décide donc de se marier avec Nicéphore Vasilievitch Blavatsky, qui va lui donner son nom, qui est vice-gouverneur de la province d'Erevan, l'actuelle Arménie. Et il a 40 ans, elle a 18 ans. Bon, finalement, elle s'échappe. Le mariage n'est pas consommé. On ne sait pas si elle a fait ce mariage pour un coup de dette pour obtenir son indépendance. Mais en tout cas, la fille est très indépendante et à 18 ans commence une série de voyages invraisemblables qui à l'époque étaient impensables et encore moins pour une jeune fille. Son père l'aime, l'aide financièrement et il commence alors ses voyages. Elle part par Constantinople vers l'Égypte. C'est sa première rencontre avec les traditions, avec le passé archaïque de l'humanité. Elle rencontre un Paulos Métamon qui est d'origine orthodoxe, mais surtout c'est un érudit de l'Égypte et des sciences divinatoires, des hiéroglyphes, etc. C'est son premier contact avec quelqu'un qui lui enseigne les rudiments de la pensée symbolique et de la civilisation égyptienne. Elle part à Londres, plus en Amérique du Nord, elle passe par le Québec, elle va rencontrer l'explorateur Albert Rawson en 1851, elle rencontre les Amérindiens, elle passe à la Nouvelle-Orléans, elle va au Mexique, au Honduras, et enfin elle arrive en Inde, à Ceylan, à Singapour, à New York, à Calcutta. Bon, vous voyez, cette fille a déjà parcouru le tour du monde très rapidement. Et son ambition, c'est d'arriver au Tibet. Elle veut arriver au nord de l'Inde. Elle s'approche du Tibet par plusieurs sources. Elle a beaucoup de mal à rentrer dans ce pays, probablement 1855. En passant par la Cachemire, elle pénètre le Tibet. Elle va se faire initier, ou un début d'initiation commencera par un de ses maîtres, qu'elle appelait, selon le mot sanskrit, Mahatma, grande âme. En fait, c'est en 1851, à Londres, qu'elle va connaître physiquement son maître, donc il avait ces images depuis sa jeunesse, elle rêvait de cet homme, de cette image qui lui apparaissait, et c'était le Mahatma Kutumi. Ils vont se reconnaître dans un parc, et c'est comme ça qu'il commencera sa compréhension de la nécessité d'apporter à l'Occident un enseignement plus profond de l'ésotérisme et surtout de la formation de soi-même, donc de l'initiation pour parvenir à contacter l'esprit. Le 17 novembre 1875, à New York, avec le colonel Henry Steele Olcott et William Judge comme secrétaire, elle va fonder la fameuse Société théosophique. Nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails. Mais par rapport au sujet qui nous intéresse, le programme, un des éléments essentiels du programme de la Société théosophique est éclairé dans le troisième principe de sa charte. Étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. Nous voilà. Comprendre les lois invisibles de la nature, ce qui à l'époque
n'était pas très clair pour la plupart, les gens ne cherchaient pas ce type de lois, et surtout comprendre que l'être humain potentiel a des pouvoirs latents, que si il les développe par l'intériorité, il pourra donc grandir et s'épanouir et trouver sa véritable identité. Il introduit des quantités de notions orientales dans l'occultisme occidental. Une de ses missions essentielles, c'est de compléter l'enseignement occidental. Elle va ramener l'Orient à l'Occident et de manière pratique. Des idées qui aujourd'hui nous semblent tout à fait normales. Le karma, par exemple. Tout le monde connaît le mot karma, d'une manière ou d'une autre. Bon, elle va l'intégrer dans l'occultisme occidental. La réincarnation, les yogas, la notion de l'existence des grands maîtres de sagesse qui essayent d'aider l'humanité à s'accomplir et sans pour autant vouloir avoir le pouvoir sur l'humanité et qui habiterait plusieurs continents, dont aussi l'Inde et le Tibet. La notion du fluide différentes, et comme le magnétisme, l'électricité, des pouvoirs invisibles, qu'elle va dénominer sur un mot pris du bouddhisme tibétain, Phoret. Et beaucoup d'autres choses, notamment, comme on verra tout à l'heure, l'existence de corps subtils dans l'homme, et pas simplement de corps physique. Et la possibilité de, petit à petit, et prendre contact avec eux et apprendre à les utiliser convenablement. Et ceci nous amène donc la troisième partie de notre exposé, les pouvoirs de l'invisible, qui à l'époque était appelé l'occultisme pratique. En fait, HPV va écrire tout un ouvrage qui s'appelle l'occultisme pratique. Et il clarifie que la clé qui ouvre chaque degré dans le sentier des sagesses, c'est l'aspirant lui-même. C'est l'accomplissement de l'aspirant qui va ouvrir la porte de chaque progression dans le sentier. Elle dit, je la cite, ce n'est pas la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, mais la connaissance du soi, qui est la source de l'invisible et qui est la sagesse même. Sur l'autoconnaissance, puisqu'en fait c'est ça dont elle est en train de parler, je vais vous lire un texte d'elle qu'elle a fait publier dans un article en 1887. Elle dit, la première chose qu'on a besoin pour obtenir l'autoconnaissance est de parvenir à être profondément conscient de sa propre ignorance, de sentir chaque fibre du cœur et que quelque part, nous nous trompons nous-mêmes, nous mentons à nous-mêmes parce qu'on a des difficultés à accepter la réalité et la vérité. Et qu'il faut donc apprendre à se détromper, donc à se désillusionner. Le deuxième point, c'est la conviction très profonde qu'une telle connaissance, la connaissance intuitive, est certaine et peut s'obtenir avec effort. C'est-à-dire, elle est en train de poser la barre très haute parce qu'elle est en train d'expliquer que c'est par l'intuition que l'âme peut capter la véritable source de l'esprit et des vérités. Enfin, en troisièmement, elle dit, mais le plus important, c'est la détermination indomptable pour obtenir et faire face à cette connaissance. Elle dit donc, cette connaissance on ne peut pas parvenir à cette connaissance par l'auto-analyse. C'est intéressant ce qu'elle dit. On ne peut pas l'atteindre non plus par un raisonnement analytique ou un processus cérébral. Il faut éveiller la conscience de la nature divine de l'homme en soi. Et obtenir cette connaissance, c'est de parvenir à quelque chose d'énorme pour pouvoir comprendre les éléments de la nature et connaître l'avenir. Voilà pour l'autoconnaissance. On ira un peu plus loin maintenant. Elle va appeler tout ça
l'occultisme, il va le faire dériver d'un mot sanskrit, d'un enseignement qui existe dans les Védas et les Puranas, qui sont des textes hindous très anciens, donc qui parlent de la Gupta Vidya. Gupta veut dire caverne, obscure, cachée, Vidya connaissance, et on peut traduire Gupta Vidya par la connaissance secrète. Une connaissance ésotérique qui est mentionnée, comme je l'ai dit, dans les Védas et les Puranas. Il explique justement dans l'occultisme pratique que les Védas parlent de 4 types de connaissances, mais qu'il y a 3 types de connaissances ou disciplines qui sont d'ordre phénoménologique pour avoir des pouvoirs sur quelque chose. Et il dit, ceci ne sert pas pour l'autoconnaissance. Ce n'est pas le vrai occultisme. Et il n'admet donc qu'une seule voie qui est appelée Atma Vidya, qui peut se traduire par la connaissance de l'âme. Et il dit, cette forme d'occultisme est la seule qui doit s'efforcer d'atteindre tout théosophe qui admire la lumière sur le sentier et qui voudrait être sage et altruiste. Tout le reste forme une quelconque branche des sciences occultes, des choses qui appartiennent au domaine de la nature matérielle, même si elles paraissent invisibles. Atmavidya ne leur accorde à ce type de connaissances que peu de valeur. Elle les englobe toutes et peut les employer à l'occasion, dit-elle, mais elle ne les fait qu'après les avoir purifiés de leur scorie, dans un but bienfaisant et en prenant soin de les débarrasser de toute trace de motifs égoïstes. Et elle dit, expliquons-nous, n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut sans préparation préalable et même sans adopter un mode de vie très contraignant, se mettre à l'étude des arts occultes, ou de tous, astrologie, alchimie, physiologie occulte, chiromancie, hypnose. On pourrait même se dispenser d'avoir une moralité. Mais elle dit, dans ces derniers cas, bien entendu, il y a 10 contrats à parier que l'étudiant deviendra un sorcier, plus tard tenté par la magie noire. Puisque, elle explique, que la plupart des candidats trouvent trop dures les règles imposées pour pratiquer l'atmavidya, ou le vrai occultisme, qui est l'autre route, celle du pouvoir sur soi-même. Elle dit, à partir de l'humilité, s'il s'adonne à l'étude de la philosophie, de la science et l'âme, alors il peut devenir un de ces modestes bienfaiteurs de l'humanité. Qu'il sache, dès le départ, qu'il se rappelle toujours que le véritable occultisme ou théosophie est la grande rénonciation au moi-je, c'est-à-dire à l'ego personnel. Sans poser des conditions, on pensait aussi bien qu'une action, c'est l'altruisme, dit-elle. Voilà donc les conditions pour pouvoir atteindre la dimension de l'invisible et agir en lui. Aussitôt qu'il est engagé à faire le travail, dit-elle, il ne vit pas pour lui-même, mais pour le monde. Sa personnalité doit s'effacer. Il doit devenir simplement une force bienfaisante de la nature, une force vive. Le maître qui se trouve dans les sanctuaires, dit-elle, est notre âme, et le soi supérieur, Atma, l'esprit divin. Et là, Atma Vidya, dont l'état de conscience a pour seule base et seule source le mental, qui en sanskrit est appelé manas. Une petite clarification. Cette source du soi, Atma, qui est en rapport à la loi, qui est en rapport à la volonté, et surtout au principe d'unité qui est en nous-mêmes et qui est la source de notre identité, a besoin pour s'exprimer dans le monde objectif, dans le monde, d'un appui donné par un mental, mais pas n'importe quel mental. Il s'agit d'un mental capable de percevoir ce qui est universel, de voir la partie dans le tout,
et de comprendre comment les différentes parties peuvent interagir. Ce mental ou intelligence nous apporte le discernement et il devient donc le maillon intermédiaire entre la nature animale de l'homme, dit-elle, et sa nature spirituelle et divine, vers laquelle est attiré toutes les fois le candidat, où elle prend le dessus dans sa lutte contre l'animal qui est en elle. La vérité occulte ne peut pas être absorbée, dit-elle, par un mental rempli d'idées préconçues. C'est des préjugés, des soupçons. C'est-à-dire, il ne pourrait pas être capté par une raison analytique qui ne fait que critiquer, de diviser les choses, de couper les cheveux en quatre, qu'on pourrait appeler le petit ego personnel, qui en sanskrit est appelé kamamanas, mental désirant, ou kamarupa. C'est une chose, dit-elle, pour être bien perçu, l'esprit, on ne peut pas le faire autrement, comme je l'expliquais auparavant, que par l'intuition, ou appelée buddhi, plutôt que par la raison raisonnante, étant par nature mystique et non matérielle. Nous allons voir maintenant un petit schéma qui résume un peu ces éléments qu'on appelle la constitution septenaire de l'homme. HPB nous a légué un schéma qui est l'hérite de la philosophie hindoue et dans lequel apparaît, vous voyez, de manière schématique, un triangle et un carré. Le triangle représente l'esprit, la triade humaine, la partie de nous-mêmes qui n'est pas conditionnée par l'espace-temps. C'est là où réside la source invisible de l'être humain. Elle est composée des Atma, le soi, qui est aussi appelé esprit universel, de Buddhi, qui est l'intuition, la capacité de s'illuminer, c'est pour ça que Bouddha veut dire l'illuminé, c'est lui qui a pu actualiser son Buddhi et s'éclairer à partir de l'intuition de l'invisible. Et enfin, ce qu'on appelle l'âme humaine, le mental manas. C'est manas, la base du triangle, qui est l'intermédiaire avec la personnalité humaine, qui est temporelle, qui est conditionnée à l'espace-temps, qu'on appelle le kamarupa ou kamamanas, qui est notre raison analytique, linga sharira, qui c'est le monde affectif, nos énergies qui sont prana, et finalement notre corps physique, sthula sharira. Ces quatre plans de la personnalité sont justement à double tranchant pour chacun de nous. Soit la personnalité humaine bloque par ses désirs et sa dispersion le contact avec sa triade, c'est-à-dire sa source invisible, soit les candidats apprennent à travailler avec sa personnalité pour l'harmoniser, pour la nettoyer, pour la rendre un canal de l'être spirituel que nous sommes. À partir de là, la personnalité devient le meilleur ami, le meilleur allié de notre esprit. Passons alors au quatrième petit chapitre de notre exposé. Nous avons compris alors qu'on peut voir l'invisible, mais que cette vision sera toujours une expérience intérieure. Et Julian Green, dans son journal, dit « Le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. » Et c'est pour ça que c'est très difficile. Mais nous avons eu, nous, en France, un écrivain extraordinaire, Saint-Exupéry, qui, dans Le Petit Prince, va déjà annoncer le grand paradoxe. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est avec le cœur qu'on peut lire, vraiment. Bon, il a déjà tout résumé, finalement. La définition de l'invisible correspond dans les dictionnaires à ce qui ne correspond pas à une réalité sensible.
Donc, il n'y a aucune possibilité par des sens de percevoir l'invisible. C'est du domaine dit du surnaturel, bien que HPB dira qu'il n'y a pas de surnaturel, mais d'autres plans d'existence ou de l'imaginaire. Et quand on dit imaginaire, les gens pensent que c'est un conte, que c'est du folklore. Si nous avons une capacité humaine, une fonction humaine qui nous distingue de tous les autres êtres vivants, c'est notre imagination. Notre capacité de créer, de nous représenter les choses absentes. Lorsque l'être humain est parvenu à imaginer la mort dans la vie, il a fait des rites d'enterrement, des rites funéraires, et en même temps, il est né l'art, la représentation fondamentale qui nous distingue des hommes, des autres. Comme je disais à mes élèves à l'école d'anthropologie, la grande différence entre nous et Caverne et nous, c'est que nous et Caverne n'a pas fait des peintures, n'a pas créé un dialogue d'âme entre le visible et l'invisible. Donc, c'est grâce à notre imaginaire que nous pouvons nous représenter des choses qui ne nous sont pas toujours accessibles et que nous ne pouvons pas nous représenter en forgeant en même temps une dimension qui est capitale pour la compréhension de l'âme, le symbolique. Puisqu'un symbole peut expliquer plusieurs choses à la fois, à la différence du concept, qui ne peut indiquer qu'une seule chose parfois. Et combien de fois on se dit j'ai pas de mots, mais on fait un geste, une fleur, un sourire. Et ça, c'est quelque part transmettre de l'invisible dans le visible. C'est vrai, l'invisible échappe à nos sens, mais nous y accédons, puisqu'il nous renvoie à ce qui échappe de l'ordre des visibles, du mesurable, de l'observable, mais l'invisible reste une expérience, une dimension paradoxale, est ce mot. L'homme est certes un être de chair, mais aussi un être spirituel. Invisible est un mot qui insiste sur ce qui existe par-delà de nos sens. Exprimer une sensation, une émotion, une pensée, c'est parfois manifester l'invisible. Il y a de l'invisible parfois explicable, comme un courant d'amitié qui passe. On ne sait pas où est passé cette courant, comment se fait, mais elle passe. Parfois, ça peut être un peu plus difficile d'expliquer, comme une certaine télépathie. D'un coup, on se met en contact avec un autre et on pense la même chose. Et on reçoit ça. Il y a du visible qui invite à contempler l'invisible, comme un paysage maritime, un lever du soleil, une aurore donc, le silence dans un désert, un murmure de forêt, qui dépasse l'image qu'on voit. Et on ressent au fond de nous-mêmes des étranges sensations qui nous ramènent à d'autres dimensions, à d'autres souvenirs, à d'autres formes de vie. Et c'est ça qui rend notre âme éveillée, dilatée et puissante. Comme disait Georges Lévraga, le fondateur de Nouvelle Acropole dans le monde, tout ce qui est visible et mesurable est l'ombre de l'invisible et incommensurable. Parfois on dit, dit-il, que l'homme, quand il meurt, il passe à l'invisible. Mais l'homme est toujours dans l'invisible, dit-il. L'homme réel est derrière les choses qu'il fait, derrière son propre corps, derrière ses propres actes. Parce qu'en fait, comme on l'a vu dans le schéma du triangle du carré, il y a deux en nous. Un homme extérieur, le corps, notre représentation sociale, nos émotions, nos pensées. Mais il y a celui qui est dedans. Il s'appelle l'homme intérieur. Et c'est par l'homme intérieur et son actualisation que nous captons l'invisible. L'illumination, Bouddhi, nous met en contact avec le monde invisible, d'où nous vient l'inspiration et la compréhension. Un exemple pour comprendre, si vous voulez bien, c'est la forme. Quand on pense à une forme, en général, on pense à un objet matériel.
On dit il a des belles formes. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir n'est pas la forme, mais la forme remplie des matières. La forme, quelqu'un l'a conçue dans son mental, dans ses intuitions. Elle était invisible. La forme que nous voyons est tout simplement la corporisation d'une matrice invisible. Et de la même manière qu'il y a des formes qui permettent de produire des objets, parfois des poésies, de l'art, il y a aussi dans des plans des idées, des archétypes, des modèles, des sources d'inspiration que tout artiste capte. C'est l'exemple le plus simple de contact avec l'invisible. Avec son inspiration, il devient un pont, une connexion entre le monde invisible et le monde visible. Il est capable d'interpréter le secret, le caché, ce qu'on ne voit pas, pour l'amener au monde. Et c'est quand même exceptionnel. C'est comme entendre un grand musicien, l'œuvre d'un Mozart ou d'un Beethoven. En fait, ils l'ont entendu en eux-mêmes. L'orchestre ne fait que formaliser la pensée, les sentiments de ces artistes. Toutes les choses, d'une certaine manière, proviennent du monde invisible et retournent donc au monde invisible. Je vais vous parler maintenant d'une étrange odyssée, l'odyssée de l'invisible. Il y a un grand chercheur, ethnologue français et sociologue qui s'appelait Jean Servier, qui a écrit un ouvrage très important, L'homme et l'invisible. Il a pu démontrer que depuis les origines, l'humanité a établi une relation entre l'homme et l'invisible. C'est ce que Elena Petrova Blavatsky a essayé d'expliquer au XIXe siècle, et avec ses ouvrages comme Isis dévoilée ou La doctrine secrète, mais qui provoquaient la stupeur de ses concitoyens. Mais aujourd'hui, avec toutes les recherches anthropologiques et ethnologiques, nous savons que dans l'esprit de l'homme des civilisations traditionnelles, l'invisible n'est pas le vague d'un concept métaphysique, il est une réalité pour eux, une dimension dans laquelle se meut chacun des hommes composant l'humanité entière. L'invisible est autour, dit-il, Jean Servier, de l'homme comme un milieu, un environnement qui enregistre chacune des actions terrestres et le réfléchit. Ce concept fut développé par Elena Petrova Blavatsky au XIXe siècle avec le mot sanskrit akasha. Et il dit que l'invisible aussi provoque et enregistre les conséquences des actions. Et ceci est une autre forme d'appeler karma, le karma, qui est HPV introduit aussi dans l'occultisme occidental. Et il dit que ces conséquences seraient inéluctables sans action des médiateurs invisibles aussi, c'est-à-dire si on ne trouvait pas un peu d'aide autour de nous et pour nous aider. Les civilisations traditionnelles ont comme point commun de proposer une voie qui se dirige vers l'invisible et non pas vers la conquête de la matière. Et c'est en cela que notre société matérialiste moderne ou postmoderne, selon d'autres, se distingue et se bifurque de ces sociétés traditionnelles. Les sauvages n'existent pas. Les hommes sont égaux en valeur intellectuelle et en pensée. HPV l'avait déjà dit, Jean Servier l'a prouvé, et beaucoup d'autres l'ont repris, comme Edgar Morin ou Mircea Eliade. Ils nous apparaissent plus soucieux, cet homme, dit sauvage, des choses invisibles que des biens de ce monde. Nous considérons l'âme comme la chose la plus importante et la plus mystérieuse de toutes, a dit un Esquimau iglulik à l'explorateur Rasmussen. Il ne se trouve nulle part des civilisations sans métaphysique, sans opinion sur l'existence d'un monde invisible, conçu comme seul capable d'expliquer la présence de l'homme sur Terre. Nous devons reconnaître ainsi l'unité humaine face à l'invisible. Il y a deux itinéraires
qu'on se rend compte qu'on en étudie les différentes traditions et civilisations pour atteindre l'invisible. Celui de la mort, qui est le passage à l'au-delà ou à l'invisible, avec des textes traditionnels d'accompagnement et préparation, comme celui du livre de mort tibétain, le Bardo Thodol, ou encore plus ancien, la tradition égyptienne du livre de mort. Les différentes sociétés, depuis qu'on les connaît, ont toujours essayé de contacter ces plans en reliant les vivants et les morts dans une seule réalité. C'est le but de tous les rituels, de tous les arts sacrés. Il y a une deuxième manière, un deuxième itinéraire qui est pour les vivants. Il s'appelle l'initiation. C'est un processus de renouvellement intérieur en passant par des épreuves dans lesquelles on essaye de maîtriser des éléments à l'intérieur de soi-même en passant un examen, pas simplement de conscience, mais de détermination pour nous corriger de nos faiblesses. Et chaque fois qu'une épreuve apparaît, nous mobilisons alors ces fameux pouvoirs latents dans l'homme dont parlait HPB en 1875. Parce que des vraies épreuves, ça veut dire des situations qu'on n'a jamais vécues. Et ils nous demandent de mobiliser le meilleur de nous-mêmes et des choses que jusqu'à maintenant, on a hésité à mobiliser. Ces efforts qui sont coûteux parviennent à nous délivrer de beaucoup de pesanteurs et de difficultés. Ça nous allège, ça nous libère et nous rend plus clairs. Enfin, pour clore notre petit exposé, la redécouverte de l'invisible. Je trouvais extraordinaire que vers la fin du XIXe siècle, au même moment que le paradigme mécaniciste et commerçante, capitaliste, va parcourir toute la planète et devenir le paradigme fondamental, on va commencer à découvrir ou redécouvrir l'invisible. En 1891, entre 1891 et 1911, vous voyez, 20 ans, il y a une cascade de découvertes. Jusqu'à 1891, les scientifiques pensaient que tout était déjà découvert, que l'humanité savait déjà tout et que l'Occident déjà savait tout. Ceci était une des plus grandes discussions entre HPB et les scientifiques de l'époque. Elle disait qu'il n'était pas question et qu'il y avait d'autres connaissances. Effectivement, justement dans l'année de sa mort, des inventions et découvertes capitales vont fonder notre modernité. Les télégraphes sans fil, le téléphone, les machines électriques, les rayons X, la découverte de l'électron, la radio, ont un point commun. Ils fonctionnent grâce à des éléments qui sont invisibles, que nous ne pouvons pas percevoir par nos sens. L'homme du début du XXe siècle redécouvre et pénètre l'invisible. Et dorénavant, paradoxalement, l'invisible n'est plus une question de religion, mais l'apanage des sciences. À côté donc du paradigme mécaniciste de la société industrielle, on voit naître un nouveau paradigme, qui est celui qui va intégrer l'invisible, l'incertitude et le paradoxe. Un monde qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas cloisonner, qu'on ne peut pas totalement définir. Un monde instable, mais vrai. Un monde où tout peut changer, évoluer. Et en 1913, le Danois Niels Bohr va décrire pour la première fois la structure de l'atome inspirée de l'analogie planétaire. Et en même temps, un peu plus tôt, en 1900, naît la psychanalyse avec la découverte de l'inconscient. Et en 1915,
la théorie de la relativité va être déjà très développée, ainsi que la mécanique quantique, qui va nous expliquer que la matière, finalement, est déjà pas composée que des matières, mais d'énergie, et qu'on ne peut pas voir la matière complètement, parce que soit on la cherche comme corpuscule, soit on la cherche comme onde. Et donc, finalement, elle reste toujours cachée. Et dépend de l'observateur et des observations. Alors, les sciences physiques et les sciences humaines investiguent les causes invisibles de notre existence. Et c'est ça, le nouveau paradigme anthropologique que je viens d'expliquer, qui intègre invisible, incertitude et paradoxe. Mais c'est le problème de ce paradigme, enfin, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que même si ce paradigme est né il y a un siècle, il continue à se battre avec l'autre paradigme mécaniciste. Parce que dans le quotidien, on continue à réfléchir cloisonné. On continue à réfléchir séparé. On ne voit pas l'ensemble. On ne veut pas voir une vision d'unité holistique. Et ces deux paradigmes aujourd'hui sont dans un combat féroce. Et toute la pandémie, toutes nos difficultés actuelles ramènent les gens à se poser beaucoup de questions sur les limites d'une science qui a parfois des concepts très matérialistes et cloisonnés. Les nouveaux paradigmes nous font découvrir l'importance de la subjectivité, de la relativité, avec de nouveaux paramètres. Pour finir, une expérience importante. Dans les dernières années, les neurosciences ont fait des découvertes exceptionnelles et certains ont associé les neurosciences à la méditation contemplative. Et il est apparu donc des découvertes intéressantes. Déjà, l'existence de deux consciences, ou deux états de conscience. Une qui est analytique et cérébrale, qui censure l'aspect, la conscience intuitive extraneuronale que nous avons. C'est-à-dire l'ego personnel, aurait dit Blavatsky, avec l'action du cerveau tel que nous les connaissons, et le moi supérieur ou l'atma qui va avoir une conscience intuitive extraneuronale. Et aujourd'hui, avec les expériences des morts éminentes, et beaucoup de choses sont apparues. Notamment le fait de que même avec des arrêts cardiaques, des gens qui revenaient conscients, avec des expériences d'avoir vécu des choses pendant ce moment-là. Une des expériences les plus fortes est celle d'Eben Alexander. Il est neurochirurgien, il est vivant, il enseigne à Harvard, et à un moment donné, en 2008, il a eu une méningite, et il avait perdu à un moment donné presque plus de 90% de l'usage de son cerveau. Il était dans un coma total, et selon la science à l'époque, jusqu'à 2008, on ne pouvait avoir aucune conscience pendant ces états-là. Cette expérience de mort imminente va le permettre de témoigner, d'avoir des expériences, des consciences extralucides, et malgré ces lésions importantes. Et il va vivre des expériences colossales, extrasensorielles. Et quand il revient à la conscience, parce que de manière exceptionnelle, ils ont trouvé comment le guérir, et il récupère dans tout son cerveau, il témoigne de ce qu'il a vécu dans les états des morts imminents. D'un coup, il commence à démontrer que les cerveaux ne créent pas la conscience et que nous avons des capteurs de l'invisible extrasensoriels qui vont au-delà de nos neurones. C'est avec cela que je finis cet exposé rapide en rendant hommage à Elena Petrovna Blavatsky en tant que précurseur de ce que je viens de vous expliquer, puisque beaucoup de choses qu'elle a théorisées, expliquées et essayé de prouver à travers les différentes traditions et initiations, aujourd'hui, un petit voile commence
à être enlevés. Je vous remercie. Merci de m'avoir entendu. Merci infiniment, Fernand Schwartz, pour nous avoir partagé cette réflexion sur l'invisible dans lequel tout commence et tout se termine. Alors, vous avez été quelques-uns à nous poser vos questions et nous allons commencer avec une première question de Camille. Comment rester constamment en lien avec l'invisible sans s'échapper du monde visible? Autrement dit, comment rester un pont entre les deux mondes sans se laisser tenter de rester dans l'un et de fuir dans l'autre? La question est excellente. Il y a un écho. Je vais essayer de répondre. Et si notre technicien peut nous aider. Et dans la démarche préconisée par l'Atma Vidya, il s'agit effectivement de ne pas s'échapper dans le monde spirituel et laisser tomber le monde concret, formel et matériel. Et c'est pour ça que les pratiques importantes sont celles de la concentration. Une pratique capitale qui amène ensuite à la méditation. La concentration veut dire de pouvoir fixer son attention sur un sujet sans être perturbé par des idées parasites. Et de pouvoir ensuite intégrer ces éléments à l'intérieur de soi pour que le sujet réponde aux questions qu'on lui pose. C'est des pratiques longues qui exigent une discipline de vie. Parce que bon, ce que j'oublie de dire, c'est que sans discipline de vie, ça marche pas. Et qu'il n'y a pas de médicaments ou drogues pour pouvoir y arriver. C'est une discipline de vie. Et donc, l'idée centrale, c'est que le manas, c'est-à-dire le mental supérieur, puisse être bien ancré pour pouvoir utiliser l'ego personnel sans trop de désir de dispersion. Et du moment que nous pouvons maîtriser cet ego personnel, qui devient alors un serviteur du moi supérieur, nous ne décrochons pas et nous cessons l'alternance de haut vers le bas et en utilisant une mentalité d'exclusion. C'est en haut ou en bas? Non, c'est en haut et en bas en même temps. Les pratiques de concentration sont très importantes là-dessus. Mais bon, et à Nouvelle Acropole, nous faisons des cours là-dessus, puisque je pense que c'est une pratique indispensable. Et la concentration peut se pratiquer de manière immobile ou en mouvement. C'est dynamique ou statique. Il y a plusieurs techniques, mais elles sont indispensables pour cette démarche. Voilà, rapidement. Très bien, j'ai une deuxième question devant moi. C'est Judith. Comment être sûr que nos intentions sont pures et que notre ego ne nous tend pas un piège pour arriver à ses fins de pouvoir? C'est une bonne question piège. Et la recherche, l'important, c'est de ne pas être attaché au résultat. L'ego personnel, l'ego de désir, veut un résultat et si possible immédiat. Ça lui coûte de travailler pour un résultat à long terme. Parce que là, il faut développer la volonté et pas simplement le désir. La nature désirante dans l'être humain est très grande et notre société ne fait que stimuler la nature désirante pour pouvoir immédiatement réagir au tac et parfois ramener dans notre caddie des choses à la maison qu'on n'avait même pas pensé jamais acheter, par exemple. Bon, donc, il faut une concentration importante et une maîtrise de soi. C'est là où la philosophie et la maîtrise de soi aident. Et dans la mesure où on ne cède pas à l'immédiateté de l'idée « ça me plaît pas », mais plutôt à l'idée « il faut pas », nous commençons à comprendre que nous sortons du piège
de nos désirs et de notre petitesse. Parce que parfois, il faut des choses qui nous coûtent, qui nous demandent un sacrifice. Mais c'est la loi des choses. Et donc, l'altruisme, c'est ça. Il faut. Mais il faut doit venir de nous-mêmes, pas de quelqu'un qui nous dit il faut. Mais sinon, ça ne sert à rien. Parce que si quelqu'un vient et nous dit il faut, ça veut dire que nous voulons remplir un désir d'autrui, donc de bien se faire voir. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'ego personnel. On a énormément de pièges. Et c'est pour ça qu'un travail philosophique et spirituel est indispensable pour les déjouer. Il faut commencer pour déjouer les tout petits pièges. C'est la base de l'enseignement de la philosophie pratique. Comprendre les petits pièges de l'existence et les déjouer sans trop de douleur. J'ai une dernière question de Louisette. Le refus de la mort est-elle lié à la peur de la vie intérieure et vice-versa? Ça peut être une raison. Ça peut être une raison. De toute façon, la peur de la vie intérieure nuit énormément de gens aujourd'hui. Parce qu'ils dépendent trop du regard extérieur. Et ils font des choses par rapport à ce que les autres attendent de soi. Parfois, il y a des choses que les gens attendent de soi qui sont importantes, hein, je ne le dis pas. Mais on ne fait pas les choses pour faire plaisir. On fait les choses parce qu'il faut le faire. Et pas pour avoir une récompense. Donc, dans la mesure où on se détache de l'opinion d'autrui et on agit par rapport à sa conscience en pensant que ce qu'on fait est juste, est bon pour les autres, est bon pour la nature et pour soi-même, c'est valable. La question fondamentale, c'est qu'il faut plusieurs critères pour être dans le juste. Il faut que ce soit bon pour les autres, pour moi-même et pour la nature. Et vous verrez que le cahier des charges alors devient assez pointu. Parce qu'il faut nuire le moins possible. Et il faut rester positif et utile le mieux possible. On n'arrive pas toujours, mais ça vaut la peine de le tenter.